Bonjour à tous, chers amis popophiles, comme dit toujours Antonio. Nous allons consacrer cette troisième journée d'études aux monstres. Ça devait être le dernier monstre, mais finalement, il y en aura encore visiblement après. On ne termine jamais avec les monstres et ça prend plus la forme d'un colloque que de journées d'études isolées. On va, comme d'habitude, tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Oumi Auberceau, qui est docteur maintenant, et je la félicite, docteur de l'Université de Sherbrooke, et qui va nous présenter une communication sur sorcières et noires. Oumi, je vous laisse la parole. Un petit mot, juste merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, pour ma part, j'ai choisi de partager une réflexion sur les sorcières et plus précisément sur le cas de la sorcière racisée. Je voulais analyser ce personnage tel que représenté dans les productions culturelles occidentales, principalement nord-américaines, au XXIe siècle. Ma question à l'origine, c'était que les séries nord-américaines de la fin du XXe et du XXIe siècle disent de la place des femmes noires dans la société nord-américaine, occidentale plus largement. Donc, je commencerai par vous expliquer très brièvement comment j'en suis venue à me poser cette question et, partant de ces problématiques, j'entrerai dans le vif du propos. Donc, deux sujets m'intéressaient. D'une part, la figure de la sorcière et ses multiples écritures, et de l'autre, un sujet que mes recherches pour ma thèse m'ont amené à creuser, le pan du féminisme qui met en exergue l'intersectionnalité et les discriminations croisées que subissent les femmes noires et donc le black feminism. Et il se trouve que j'ai remarqué que les clichés concernant la sorcière rejoignent les stéréotypes qui pèsent sur les Noirs. Je note d'emblée que j'utiliserai les termes noirs et race pour faire référence à des groupes socialement construits. Je vous renvoie pour ça à Colette Guillaumin et à Naïma Amrouni, entre autres. D'abord, qu'est-ce que je vais entendre par sorcière dans ma communication? La sorcière, il me semble, est avant tout une figure de l'autre. On la reconnaît parce qu'elle est marginale et une fois qu'elle est reconnue sorcière, on en fait une marginale à nouveau. Historiquement, le mot même de magie viendrait des mages perses, donc de l'étranger, de l'autre. D'ailleurs, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les théories du complot mettent en scène les juifs, les vaudois, les basques, les sorcières, tout ça se mélange et se confond facilement. La marginalité est donc une caractéristique qui se retrouve dans les fictions sous des formes variées à toutes les époques. Par exemple, Circé dans l'Antiquité habitait sur une île, donc un lieu isolé par excellence. À l'époque médiévale, ça continue. On retrouve encore des sorcières qui sont dépeintes comme des femmes qui vivent à l'égard de la société. Plus tard, dans les contes aussi, les sorcières sont généralement les propriétaires de petites chaumières inaccueillantes possibles, perdues au fin fond de forêts obscures et inextricables. Et à partir du 19e siècle, la sorcière se retrouve également chez l'archétype de la femme fatale et elle devient aussi, par exemple, diseuse de bonne aventure. Elle est Carmen ou Esmeralda, elle est gitane ou prostituée. En tout cas, elle appartient ou bien à une autre race ou bien à une autre classe, les deux revenant souvent au même, comme le fait très justement remarquer Adichie dans son roman Americana. Donc, quoi qu'il en soit, la sorcière ne correspond pas à la norme dans laquelle elle évolue. Et puis, aujourd'hui encore, elle peut être autre, ne serait-ce que parce qu'elle est femme dans une société patriarcale, très souvent. Une autre caractéristique de la sorcière serait qu'elle est indissociable de la question de la sexualité. La sorcière, selon Armelle de Brachopart, par exemple, est une putain. Jules Michelet et d'autres l'ont décrite comme la fiancée du diable. Déjà, dans l'Antiquité, les sorcières jetaient des sorts et préparaient des filtres dans le seul but d'attirer l'amour, d'attiser le désir, de brider les performances sexuelles d'un tel ou d'un tel. C'était toujours en rapport avec la sexualité. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, elles sont encore plus des figures de débauchés, de créatures jamais rassasiées sur le plan sexuel. Au XXIe siècle, le terme de sorcière renvoie aussi à une femme qui a une vie sexuelle libérée et qui fait fi des tabous. Par exemple, plusieurs chanteuses utilisent le terme witch en le rapprochant du terme bitch. Donc, par exemple, Kiki Rockwell qui chante Same Old Energy, etc. Si on remarque des variations dans le rapport à la sexualité et la mise en scène de la sexualité et de la sorcière au fil des siècles et des supports, le thème reste omniprésent. Ensuite, bien sûr, puisqu'on a parlé de sexualité, la sorcière est reconnaissable aussi à son corps. Elle a des traits physiques particuliers. Par exemple, une tache de naissance, une chevelure rousse flamboyante. Elle a aussi, bien sûr, la marque du diable à partir de la fin du Moyen-Âge. Et en plus, elle n'est bien souvent qu'un corps. Tantôt, elle va donner son corps au diable, par exemple, pour obtenir des pouvoirs. Tantôt, dans un magazine féminin contemporain, elle va être la figure qui prône le bien-être du corps et le plaisir charnel, par exemple. Donc, toujours un rapport fort au corps. Forcément étant liée au corps, elle est également indissociable de la nature. Comme le dit Jules Michelet, elle règne, voilà son royaume, c'est la nature.
Dans toutes ces représentations, elle est toujours accompagnée d'animaux ou bien elle peut contrôler les éléments. Elle se trouve dans des jardins, dans des cuisines, etc. Non seulement elle est associée à la nature, mais aussi à la saleté, parce qu'elle manipule quotidiennement de la bave de crapaud, des plantes toxiques, des fluides corporels. En fait, elle semble un peu inverser les codes, ce qui nous répugne lui est utile, en fait. Ce qui effraie, elle le comprend. Donc, elle vit en harmonie avec la nature, au point même qu'elle répond souvent davantage aux lois de la nature qu'aux lois des hommes. Et enfin, c'est un personnage ambigu pour deux raisons. D'abord, en ce qu'il fascine et repousse à la fois, ce qui est typique du monstrueux qui intrigue, attire et répugne à la fois. Et ensuite, parce qu'elle est aussi forte qu'elle est faible. Elle se soumet au diable ou doit travailler de concert avec ses sœurs sorcières pour réussir à accomplir quoi que ce soit. Et parfois, il faut bien peu de choses pour la détruire. Et en même temps, elle est incontrôlable, capable de prodiges. Elle est à l'origine de phénomènes très angoissants. Donc la sorcière est autre, toujours un peu étrangère, toujours liée à la sexualité, au corps, à la nature, et elle est ambiguë et elle brise certains codes. J'ai comparé ça avec la figure du noir, c'est-à-dire plus précisément les principaux stéréotypes qui accablent encore les noirs dans la société occidentale, notamment américaine. Donc j'insiste, les noirs tels que perçus de manière essentialiste et déformée à travers le prisme du racisme. Donc là encore, commençons par l'évident, les noirs sont eux aussi des autres, des étrangers. Nombre des ancêtres des noirs américains ont été amenés pour l'esclavage, amenés d'un ailleurs, des ailleurs qui ont été fantasmés et exploités par les colons. Et eux aussi sont porteurs d'une marque, c'est Colette Guérin qui parlait de la marque naturelle, qui expliquait qu'elle était censée être la cause intrinsèque de la place qu'occupe un groupe dans les rapports sociaux, je cite, mais qu'en réalité, la marque suivait l'esclavage. Donc, tout comme on avait une marque pour la sorcière, la marque du diable, eh bien, on a encore une marque pour les Noirs également. Et aujourd'hui, la discrimination fait que leur simple couleur de peau ou leurs cheveux, par exemple, sont des stigmates aussi de la différence, de leur altérité. Et n'oublions pas que, de toute façon, monstrueux vient du latin monstrare, qui signifie montrer. Donc, les stigmates des Noirs sont évidents en ce sens. C'est bien une minorité dite visible. Également, les Noirs sont souvent ramenés à leur corps, et leur corps uniquement. Je ne vais pas vous rappeler Fanon, mais déjà à l'époque de l'esclavagisme, on utilisait la force supposée des Noirs pour les exploiter. Et encore aujourd'hui, on dit souvent d'eux que ce sont de meilleurs athlètes, par exemple. Donc la dimension physique a souvent été et est encore la seule qui est accordée aux Noirs. Eux aussi, en fait, par l'esclavage, ont été associés à la saleté, la boue dans les champs, la vaisselle à la maison, ils effectuaient des tâches ingrates. Et aujourd'hui encore, les métiers durs liés, par exemple, au care ou à l'entretien de locaux leur reviennent le plus souvent. Eux aussi, puisqu'ils sont liés donc au corps, sont liés à la sexualité. On a plaqué en fait sur les hommes noirs le stéréotype de la performance sexuelle, de la virilité. Et il en va de même pour les femmes noires qui sont souvent catégorisées animales, lubriques, hypersexualisées, comme le disait Joan Morgan par exemple. Et également, les noirs sont ambigus et doubles, en fait, comme l'était la sorcière, parce que d'un côté, donc, ils sont super virils, et de l'autre, ils seraient faibles, feignants, de grands enfants. On les admire et on les craint, on les méprise et on les fantasme. D'ailleurs, je vous renvoie pour ça à Luther Banks, qui expliquait que l'exotisme, c'est ça. Enfin, le rejet peut être soit le racisme, soit l'exotisme, la fascination ou le rejet. Donc, c'est exactement la même chose que l'horreur. Et enfin, on ne peut pas être noir sans entretenir apparemment un lien profond avec la nature, ou en tout cas un rapport plus simple, plus authentique à la nature que les Occidentaux. Je fais référence ici bien sûr au mythe du bon sauvage, à cette idée d'un monde primitif meilleur. Là encore, je vous renvoie à Todorov. Et cette connexion d'ailleurs à la nature est parfois dépeinte comme magique, teintée de mysticisme. C'est là que le vaudou entre en scène, par exemple, avec des pratiques semi-religieuses parce que sacrées et semi-païennes dans le sens où elles sont liées à la nature. Donc, eux aussi sont considérés comme dangereux, soupçonnés de complot. Dans les plantations, on pouvait craindre la révolte et aujourd'hui, on regarde parfois avec scepticisme, par exemple, les pratiques de discrimination positive. Donc, il semblerait que aussi dans l'imaginaire raciste forme un réseau d'entraide qui sont aussi confinés à la clandestinité, comme les sorcières, qui étaient soupçonnées de rassemblements douteux. Donc, mon premier constat, c'est que les clichés de la sorcière et les stéréotypes sur les Noirs se rejoignent, ce qui, au fond, n'est guère surprenant puisque ces constructions jaillissent des mêmes groupes, ces clichés répondent aux mêmes fantasmes. On sait bien que les sociétés majoritaires se définissent en creux et donc affublent les autres des caractéristiques qui leur font peur ou qu'elles fantasment.
Donc l'autre est ce qu'on n'est pas. Donc le monstre et l'étranger, ici les noirs, se rejoignent sur ce point. Sauf que le monstre est une figure de fiction, tandis que les noirs forment des groupes réels, d'où conflits, injustices et problèmes sociaux. Comme je l'ai écrit, le noir est en quelque sorte le monstre réel de l'Amérique. Partant de là, j'ai fait un second constat qui était plus axé sur les sorcières, qu'aujourd'hui, la sorcière, notamment dans les séries télévisées, est devenue une figure plutôt positive. C'est devenu une figure de revendication. Elle a été récupérée par les femmes, le mouvement LGBT, les partis politiques, les écologistes, tout un tas de groupes. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait 3 nouveaux points qui pouvaient la caractériser. Elle est devenue l'héroïne et non plus l'antagoniste. Elle occupe une place plus de super-héroïne que d'ennemie, donc c'est une figure positive. Elle serait devenue vraiment belle aussi. Il ne s'agit plus d'un faux visage qu'elle arbore pour séduire et tromper, mais vraiment, elle est belle. Belle et jeune, puisque cette fois-ci, je vous renvoie à Mona Chollet, pour être belle, il faut être jeune. 3e point, elle n'utilise plus ses pouvoirs pour faire le mal. Au contraire, elle n'a pour but que de sauver le monde. Dans toutes les fictions, que ce soit Charmed, Buffy the Vampire Slayer, The Secret Circle, tout ce qu'on peut imaginer. Elle veut toujours défendre les opprimés ou défendre une cause. Je me suis dit, l'héroïne est en fait, la sorcière, c'est l'héroïne. L'héroïne est la créature surnaturelle au lieu d'être celle qui lutte contre la créature surnaturelle. Donc elle est celle maintenant qui a du pouvoir, qui a de la gentilité. Elle est bourrée de caractéristiques positives. C'est une place vraiment super empowering. Donc, au vu de ces considérations, la sorcière me semblait en fin de compte une bonne figure de fiction pour représenter les femmes noires, une minorité raciale réelle discriminée, en étant un personnage super positif. J'ai dit que les Noirs étaient en quelque sorte les monstres de l'Amérique. Et bien dans ce cas-là, les femmes pourraient dire, OK, on va utiliser ce stigmate et le retourner, en fait, se l'approprier, en faire quelque chose. Donc, toujours avec ma question qui à l'origine était, que disent exactement les sorcières noires de la situation des femmes noires dans la société? Je me suis mis à chercher avec enthousiasme des personnages de sorcières noires dans la production culturelle occidentale contemporaine. Et je me suis retrouvée un peu embêtée parce qu'en fait, il n'y avait que très peu de sorcières noires. Je pourrais même presque dire pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai relevé 4 types de sorcières, donc je vais vous les décrire rapidement. Celle qui pratique le vaudou. Alors, celle-ci est une femme orientalisée avant tout. Donc, contrairement aux sorcières modernes blanches, elle ne se sert pratiquement jamais de livres, elle marche pieds nus, elle désire sans honte, non pas qu'il le faudrait, mais elle s'oppose par là à nombre de sorcières blanches décrites comme timides ou pudiques ou vierges, du moins dans les premiers temps. Alors, vous allez me dire primitive et sensuelle, ne serait-ce pas là une caractéristique de toutes les sorcières, mais dans une certaine mesure. La sorcière vaudou est toujours plus animalisée que les autres. Par exemple, dans American Horror Story, on a d'un côté les sorcières blanches qui sont toujours en tailleur, perchées sur des talons, maquillées et habitent dans un manoir élégant et glacé. Et à l'opposé, on a la sorcière noire qui trône sur un siège en peau de bête et qui marche pieds nus et qui agite la langue pour jeter un sort. Donc, toujours plus animalisée que les autres. Et également, la puissance sexuelle de la sorcière noire qui pratique le vaudou est plus libérée encore que celle des autres. Par exemple, dans la série Witches of East End, la seule sorcière noire est lesbienne et hippie. Donc, en fait, originelle et libertine, même pour des sorcières, la sorcière noire vaudou, c'est la marginale chez les marginales. Donc, on n'en sort plus, là. Et il arrive même souvent que la différence soit fortement marquée entre les sorcières d'un côté et les vaudouisantes, si je peux dire, de l'autre. Dans American Horror Story, on a carrément une grande démarcation où on explique que d'un côté, on a les sorcières et de l'autre, on a les vaudous. Terme utilisé d'ailleurs comme si c'était un nom commun pour décrire les sorcières qu'ils pratiquent. Et on conseille d'ailleurs à la sorcière noire de la série, pour gagner en force, de mélanger Mix Your Witch with Your Voodoo. Donc mélange ta sorcellerie et mélange le vaudou. Donc les deux sont complètement deux mondes exclusifs l'un de l'autre. D'ailleurs, cette jeune fille, ce personnage-là, est toujours déchiré entre les deux mondes. Donc, outre les clichés orientalistes et la vision ségrégationniste du monde qui ressort des mises en scène de ces personnages, souvent, contrairement aux sorcières blanches classiques, la sorcière vaudou ne veut pas sauver le monde. Elle est plutôt égoïste, elle poursuit des buts personnels, cherche à se venger, par exemple, que ce soit dans American Horror Story ou Sabrina. Elle n'est jamais le personnage principal, elle n'est jamais l'héroïne de l'histoire. Donc, j'appelle cet archétype-là la Vaudou Queen. La deuxième sorcière, c'est celle qui donne un coup de main, quitte à mourir. Elle n'est pas le personnage principal non plus.
Elle est la sauveuse et le faire-valoir de l'héroïne qui, elle, qu'elle soit sorcière ou non, est toujours blanche, blonde de préférence, et incarne presque toutes les caractéristiques de la femme parfaite selon le modèle patriarcal. Je vous renvoie présent, je ne vais pas faire la liste ici. Cette sorcière-là, j'ai trouvé un article de Jacinda Pérez qui expliquait qu'il y avait en fait que ces personnages-là mélangeaient l'archétype de la meilleure amie noire et l'archétype du Magical Negro. Donc à la fois, elle prouve que l'héroïne et même la série entière n'est pas raciste, c'est le token de l'histoire, et en même temps, elle représente la figure de l'étranger qui détient la sagesse et qui fait défaut au héros blanc et qui va pouvoir l'aider à devenir plus mature et plus fort, quitte à y laisser soi-même la vie. La meilleure amie noire, on va la voir quand on a besoin d'ingrédients particulièrement odieux ou de magie noire très dangereuse. Par exemple, Tituba dans la série Salem qui pratique seule la nécromancie selon des techniques absolument répugnantes. C'est un personnage qui n'a peur ni de souffrir ni de faire souffrir. Là, je vous renvoie à American Horror Story. Et elle entretient, là encore, un rapport plus intense avec la nature. Elle détient une sagesse, souvent par ses propres ancêtres, comme Bonnie dans Vampire Diaries, supérieure à celle de la sorcière blanche, qui reste la véritable héroïne. Autrement dit, le danger, la saleté, la nature et le primitivisme restent solidement accrochés à cette sorcière-là. Et elle aide énormément, quitte à se sacrifier, alors qu'elle est pourtant assez souvent maltraitée par les personnages blancs, voire même par sa meilleure amie. Comme l'exige son rôle métissé de Black Best Friend et de Magical Hero, elle meurt vite ou apparaît peu et sa propre histoire n'est abordée que succinctement. Il arrive aussi que le pouvoir de cette sorcière soit passif, contrairement justement aux sorcières modernes qui sont des êtres actifs, revendicateurs. Par exemple, Bonnie dans Vampire Diaries et Rosie dans The Chilling Adventure of Sabrina possèdent un don de voyance uniquement. C'est un rôle passif, contrairement à celui de la sorcière. Donc cette sorcière-là, c'est une sorcière outil, je l'appelle la ressource. Le troisième type, c'est celle qui protège les sorcières. Elle n'est pas vraiment qualifiée de sorcière, en fait, dans le film ou dans la série. Elle a recours à des pratiques magiques pour protéger les victimes des sorcières. Elle n'est pas non plus le personnage central, bien sûr. Souvent, elle est plutôt âgée, grassouillette et dépourvue du moindre potentiel érotique. Elle n'est pas une militante du tout. Elle est coulée dans le monde de la société. C'est la maman de Bell Hooks qui prend soin d'autrui, adoptant une tendance à traiter tout le monde comme des enfants. Donc celle-ci, je l'appelle la nounouf. Et enfin, quatrième, c'est la sorcière qui essaie. Alors, j'ai réussi à trouver une ou deux sorcières qui pouvaient répondre plus ou moins aux critères de la sorcière moderne, celle qui est belle, qui est l'héroïne de sa propre histoire et qui sauve le monde. J'ai noté Macy, qui est l'une des trois sœurs de la nouvelle série Charmed. Elle est noire, métisse, pas exagéré. Et alors que le cliché de la noire hypersexuelle est encore assez vigoureux, Macy, elle est vierge au début de la série. Ceci dit, elle est aussi la seule des trois sœurs à posséder une part démoniaque, puisqu'on a fait appel à une nécromancienne pour la ranimer, et des pouvoirs maléfiques ont dû entrer en jeu à sa naissance. Donc la mort et le côté démoniaque, souvent associés au vaudou, refont ici surface, même si c'est un peu plus subtil. J'ai aussi remarqué une série, mais qui n'est pas nord-américaine, qui n'est même pas occidentale, c'est une série colombienne, L'Éternelle sorcière, dans laquelle on parle de l'histoire personnelle de la sorcière. C'est l'héroïne, elle ne pratique pas un vaudou bourré de stéréotypes, mais ce n'est pas une série occidentale, donc elle ne peut pas vraiment témoigner d'un changement de notre côté. Donc j'appelle quand même ces sorcières les débutantes, un peu comme les jeunes filles présentes au monde lors de bals. La production culturelle commence à introduire des personnages de femmes noires sans stéréotypes et qui sont des héroïnes. Mais dans l'ensemble, on se heurte encore à de nombreux stéréotypes. J'ai jeté un petit œil aux sorciers noirs pour voir si ça m'apportait une nouvelle perspective. Et en fait, le constat est encore plus accablant. Les personnages de sorciers noirs sont encore plus rares et surtout, ils sont systématiquement efféminés. Par exemple, dans The Chilling Adventures of Sabrina, le cousin de Sabrina, Ambrose, apparaît d'abord comme gay dans les premières saisons. Et ensuite, il s'avère bisexuel, mais bon, il a également été privé de ses pouvoirs après avoir été enfreint des règles fixées par le meneur blanc de leur communauté. Donc, en fait, il est impuissant pratiquement au sens sexuel du terme. Et il en va de même, par exemple, dans des dessins animés comme La princesse et la grenouille de Walt Disney, où le méchant de l'histoire est, passant outre les clichés vaudous, est vraiment très frêle, maniéré, dévirilisé au possible. Donc, comme si la menace était encore à casser avec les hommes noirs encore aujourd'hui. Donc, quels sont les deux gros points que j'ai tirés de tout ça? Je me suis dit
que ça montrait dans un premier temps qu'un racisme intense imprègne encore la société, déjà, parce que j'ai souligné les stéréotypes essentialistes, primitivistes et orientalistes qui tentent ces fictions. Et surtout, il me semble que la sorcière noire ne peut pas être sorcière parce qu'elle n'est pas désirable, tout simplement. Je reprends les mots de Sébastien Huguet qui disait on rêve tous d'être un peu sorcière, mais en fait, qui rêve d'être une femme noire? Parce que la femme noire, elle est en bas de la hiérarchie sociale, partiellement exclue du groupe des femmes, dans l'impossibilité de profiter des privilèges du groupe des noirs. Elle ne bénéficie des privilèges d'aucun groupe et souffre des inconvénients, le moins faible, de tous. Donc, elle n'est pas désirable. L'érotisme n'est que quelque chose qui est en partie caché, et en plus, depuis la colonisation, je vous l'ai dit, la femme noire est présentée comme toujours disponible, toujours déjà dénudée et hypersexualisée. Dans le film Skeleton Key, quand on voit la sorcière à la fin du film triomphante, qui a réussi à investir le corps qu'elle voulait pour prolonger sa vie une fois de plus, c'est bien la jeune femme blonde qu'on voit. Donc la vraie sorcière et l'héroïne désirable de l'histoire qui a gagné, ben, c'est la femme blanche finalement. Alors que pendant tout le reste de l'histoire, on savait que la sorcière était noire. Donc finalement, les observations de Fanon sont encore d'actualité. Je suis blanche, c'est-à-dire que j'ai pour moi la beauté et la vertu qui n'ont jamais été noires. Et dans un second temps, on remarque que pour commencer, il existe une exigence de beauté pour les sorcières. Puisque la sorcière représente l'autre et qu'elle a été créée par des hommes, j'avance que la sorcière incarne aussi les fantasmes masculins, à la fois ce dont ils rêvent et ce qu'ils redoutent. Et il projette sur la sorcière toutes ces caractéristiques à la fois. C'est pourquoi, bien souvent, la sorcière est désirable. C'est même là son principal pouvoir, son grand danger. Au XXIe siècle, dans les séries télévisées que j'ai étudiées là, chez cette nouvelle sorcière que j'ai décrite, la partie monstrueuse de la sorcière est édulcorée, mise en sourdine. La sorcière est réellement belle, je le rappelle, et elle est plutôt gentille. Elle l'aide, elle pardonne, elle éduque. Donc, en fait, la sorcière qui incarne le girl power, c'est pour moi une sorcière domestiquée, où sa part d'horreur est écartée, adoucie, et puis son aspect beau et bon est mis de l'avant. Donc forcément, la femme noire elle peut avoir les caractéristiques négatives de la sorcière, mais elle ne peut pas en avoir les traits positifs. Et puis, c'est Bell Hooks qui disait ça, les femmes noires ont longtemps été considérées comme n'étant pas de vraies femmes. Or, j'estime que la sorcière d'aujourd'hui a largement basculé du côté des affres du girl power capitaliste et sexiste et qu'elle est devenue davantage une femme qu'une sorcière, pratiquement. Donc, par conséquent, c'est pratiquement impossible pour une jeune femme noire de s'identifier à ces figures-là. Donc, ma conclusion, c'est que l'autre est un monstre, l'autre est un étranger. L'étranger pourrait utiliser cette figure de monstre pour la retourner en emblème. Les femmes noires pourraient investir la figure de la sorcière pour faire entendre leur voix, proclamer de nouvelles façons d'être, affranchies surtout des stéréotypes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, la sorcière me semble être encore une construction des fantasmes masculins et la société est encore sexiste. Sinon, le pouvoir qui terrorise tant ne serait pas la liberté sexuelle des femmes et leur pouvoir sur la virilité, ni leur attrait physique et leur sensualité. Et encore raciste, sinon la femme noire ne serait pas moins sensuelle, attrayante, pas moins désirable que les autres. Et puis on n'aurait pas besoin aussi de déviriliser les hommes noirs à ce point. Donc les fictions occidentales, et notamment nord-américaines, témoignent de ces tendances au racisme et au sexisme et révèlent sans le vouloir la difficulté d'exister dans l'intersectionnalité en montrant que la place des femmes noires est encore difficile. Donc je me suis aussi demandé quand on sait à quel public c'est destiné, que ce manque de représentation était quand même assez problématique. Et du coup, j'ouvre peut-être pour une prochaine journée. Je m'étais dit que peut-être on pourrait aussi se demander ce qui se passe quand les Noirs ne sont plus justement la sorcière, mais sont soit vraiment du côté du monstre ou du côté de la victime. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Encore que, par exemple, dans le film Spell, là, on a une sorcière qui est antagoniste, qui est vraiment méchante, elle, qui est antagoniste de l'histoire. Mais on a encore affaire là déjà des clichés récurrents liant vaudou et satanisme. Et surtout, tous les personnages du film, et même son réalisateur, sont noirs, ce qui, en fait, avant même qu'on plonge dans l'histoire, témoigne déjà de la ségrégation encore présente aux États-Unis. Donc, c'est encore problématique. Voilà. Merci beaucoup, Oumi. Merci beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette Oui. communication. Je vous remercie. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on va revenir, non seulement dans Monstre 4, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à aller voir du côté de la victime du monstre et de la représentation des Oui. victimes du monstre. Pas seulement en termes
ratio, mais en termes genrés aussi, etc. Et puisque vous avez commencé avec l'intersectionnalité, je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui pourraient être traitées dans Monstre 4, parce que depuis Monstre 1, si j'ose dire, on a beaucoup parlé des monstres en eux-mêmes ou des manipulateurs de monstres, mais assez peu des victimes de monstres. Cette question de l'intersectionnalité, on voit qu'elle est très importante quand elle est manipulée, je veux dire utilisée, pour comprendre comment se modifient les imaginaires, notamment dans le cadre du sorcier ou de la sorcière, parce que c'est quand même un peu comme l'Indien et l'Indienne. Dans les westerns, c'était pas le même type de représentation. On voit bien qu'entre sorcier et sorcière, il y a aussi beaucoup de choses qui changent, et on y reviendra. Il me semble que c'est aussi une façon, et vous l'avez bien montré, de s'intéresser à la question des personnages de paria, les personnages qui sont en marge de leur classe, qui sont en marge de leur âge, qui sont en marge de leur race, de leur ethnie, qui sont en marge aussi des sociétés auxquelles ils appartiennent. Donc ça, je pense qu'on y reviendra dans les débats. Marie, tu voulais remarquer que, par exemple, il y avait aussi un peu de variété dans les représentations dans le cas de Vampire Diaries. Tout simplement signaler donc cette information pour étoffer un petit peu le spectre. Comme toujours dans le monde du fantastique, il y a beaucoup d'ambivalence, finalement aussi des contradictions à l'intérieur des œuvres. C'est souvent des œuvres parcourues par des discours antagonistes latents et des fois on sent qu'il y a justement des tensions aussi entre différents discours idéologiques à l'intérieur même des œuvres. C'est un des sujets qu'on a régulièrement remarqué avec Sébastien et dans d'autres contextes, etc., qu'effectivement les fictions, notamment les fictions hollywoodiennes, elles sont souvent traversées par des contradictions du fait même de leur fabrication quasi industrielle où il y a des grandes équipes, où des fois il y a des voix à l'intérieur même d'un même projet qui peuvent être discordantes. Il peut y avoir des désaccords déjà entre scénaristes, réalisateurs, il peut y avoir ensuite des désaccords avec les producteurs, il peut y avoir toutes sortes de choses, ce qui fait que souvent on trouve des exemples contre-exemples un peu dans les différentes représentations. Donc bon, tout simplement, Marie voulait signaler ce point. Il y a beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles il faudra qu'on revienne et qui, moi, m'intéressent beaucoup dans ce que Oumi a dit. C'est, par exemple, la question on pourrait presque considérer que le noir, c'est la nouvelle rousseur. C'est pas Orange is the New Black en quelque sorte, mais c'est l'envers. À bien des égards, le noir, c'est devenu une nouvelle rousseur par rapport à ce qu'était la tradition de la rousseur et des éphélides, un tache de rousseur, etc., les marques du diable, du début de la Renaissance, enfin de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance, jusqu'à l'époque de la décadence et même jusqu'à la Belle Époque. Et on a l'impression que là, il y a une sorte de relais d'imaginaire qui se met en place. C'est plus vraiment, ou plus seulement, parce que la rousseur, elle continue quand même à exister. C'est plus seulement la rousseur qui concentre ces représentations-là, c'est d'autres types, d'autres motifs, d'autres images qui peuvent venir relayer la rousseur. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et c'était une très bonne idée de voir justement comment les corps, la sexualité, la chevelure, les éphélides, et même un rapport à la saleté, effectivement, aux gluants, ou bien aux emplois, aux professions considérées comme dégradantes, etc. Comment tout ça, ça peut venir faire un nouveau monstre qui intrigue pour de nouvelles raisons. Vous avez cité le monstre qui intrigue, et je pense que dans la représentation du monstre, il y a quand même très souvent des choses qui touchent de façon métaphorique à la question soit de la race, soit à la question de la sexualité, soit à la question du genre, soit à la question de la génération à laquelle appartient le monstre. Après tout, on assiste aussi à une sorte de rajeunissement des sorcières, mais c'est ce que montre Charmed depuis l'origine, finalement. Les jeunes sorcières toujours très décolletées, d'ailleurs. Non, non, mais je pense que c'est pas pour rien. Je veux dire, il y a des choix scénographiques qui sont faits, là, c'est tout à fait clair. Par rapport aux sorcières à la Michelet, etc., dont vous avez parlé, les sorcières, l'imaginaire de la sorcière du 19e siècle, c'est plus du tout ça dont il est question. Il n'empêche quand même que il reste des éléments qui sont liés au primitif, à l'horreur. Et je pense que le vaudou, et notamment dans la version néo-orléanaise, c'est-à-dire l'imaginaire du vaudou à la Nouvelle-Orléans, a permis un passage à la culture pop qui me semble très important. Et de ce point de vue-là, American Horror Story, la saison qui porte sur Marie Laveau, justement, est une saison très importante dans une série qui elle-même est fondamentale. Après tout, on pourrait considérer que toute l'horreur actuelle est contenue dans les différentes saisons d'American Horror Story, avec toujours une dimension idéologique, politique, presque parfois philosophique aussi sur la question de l'apparence et de la réalité, etc. Donc je pense qu'on reviendra sur tous ces points. Bonjour à tous, chers amis popophiles, comme dit toujours Antonio. Nous allons consacrer cette troisième journée d'études aux monstres.
Ça devait être le dernier monstre, mais finalement, il y en aura encore visiblement après. On ne termine jamais avec les monstres et ça prend plus la forme d'un colloque que de journées d'études isolées. On va, comme d'habitude, tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Oumi Auberceau, qui est docteur maintenant, et je la félicite, docteur de l'Université de Sherbrooke, et qui va nous présenter une communication sur sorcières et noires. Oumi, je vous laisse la parole. Un petit mot, juste merci de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc pour ma part, j'ai choisi de partager une réflexion sur les sorcières et plus précisément sur le cas de la sorcière racisée. Je voulais analyser ce personnage tel que représenté dans les productions culturelles occidentales, principalement nord-américaines, au XXIe siècle. Ma question à l'origine, c'était que les séries nord-américaines de la fin du XXe et du XXIe siècle disent de la place des femmes noires dans la société nord-américaine, occidentale plus largement. Donc, je commencerai par vous expliquer très brièvement comment j'en suis venue à me poser cette question et, partant de ces problématiques, j'entrerai dans le vif du propos. Donc, deux sujets m'intéressaient. D'une part, la figure de la sorcière et ses multiples écritures, et de l'autre, un sujet que mes recherches pour ma thèse m'ont amené à creuser, le pan du féminisme qui met en exergue l'intersectionnalité et les discriminations croisées que subissent les femmes noires et donc le black feminism. Et il se trouve que j'ai remarqué que les clichés concernant la sorcière rejoignent les stéréotypes qui pèsent sur les noirs. Je note d'emblée que j'utiliserai les termes noir et race pour faire référence à des groupes socialement construits. Je vous renvoie pour ça à Colette Guillaumin et à Naïma Amrouni, entre autres. D'abord, qu'est-ce que je vais entendre par sorcière dans ma communication ? La sorcière, il me semble, est avant tout une figure de l'autre. On la reconnaît parce qu'elle est marginale et une fois qu'elle est reconnue sorcière, on en fait une marginale, à nouveau. Historiquement, le mot même de magie viendrait des mages perses, donc de l'étranger, de l'autre. D'ailleurs, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les théories du complot mettent en scène les juifs, les vaudois, les basques, les sorcières, tout ça se mélange et se confond facilement. La marginalité est donc une caractéristique qui se retrouve dans les fictions sous des formes variées à toutes les époques. Par exemple, Circé dans l'Antiquité habitait sur une île, donc un lieu isolé par excellence. À l'époque médiévale, ça continue. On retrouve encore des sorcières qui sont dépeintes comme des femmes qui vivent à l'égard de la société. Plus tard, dans les contes aussi, les sorcières sont généralement les propriétaires de petites chaumières inaccueillantes au possible, perdues au fin fond de forêts obscures et inextricables. Et à partir du 19e siècle, la sorcière se retrouve également chez l'archétype de la femme fatale et elle devient aussi, par exemple, diseuse de bonne aventure. Elle est Carmen ou Esmeralda, elle est gitane ou prostituée. En tout cas, elle appartient ou bien à une autre race ou bien à une autre classe, les deux revenant souvent au même, comme le fait très justement remarquer Adichie dans son roman Americana. Donc, quoi qu'il en soit, la sorcière ne correspond pas à la norme dans laquelle elle évolue. Et puis, aujourd'hui encore, elle peut être autre, ne serait-ce que parce qu'elle est femme dans une société patriarcale très souvent. Une autre caractéristique de la sorcière serait qu'elle est indissociable de la question de la sexualité. La sorcière, selon Armelle de Brachepart, par exemple, est une putain. Jules Michelet et d'autres l'ont décrite comme la fiancée du diable. Déjà, dans l'Antiquité, les sorcières jetaient des sorts et préparaient des filtres dans le seul but d'attirer l'amour, d'attiser le désir, de brider les performances sexuelles d'un tel ou d'un tel. C'était toujours en rapport avec la sexualité. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, elles sont encore plus des figures de débauchés, de créatures jamais rassasiées sur le plan sexuel. Au XXIe siècle, le terme de sorcière renvoie aussi à une femme qui a une vie sexuelle libérée et qui fait fi des tabous. Par exemple, plusieurs chanteuses utilisent le terme witch en le rapprochant du terme bitch. Donc, par exemple, Kiki Rockwell qui chante Same Old Energy, etc. Si on remarque des variations dans le rapport à la sexualité et la mise en scène de la sexualité et de la sorcière au fil des siècles et des supports, le thème reste omniprésent. Ensuite, bien sûr, puisqu'on a parlé de sexualité, la sorcière est reconnaissable aussi à son corps. Elle a des traits physiques particuliers, par exemple une tache de naissance, une chevelure rousse flamboyante. Elle a aussi, bien sûr, la marque du diable à partir de la fin du Moyen-Âge. Et en plus, elle n'est bien souvent qu'un corps. Tantôt, elle va donner son corps au diable, par exemple, pour obtenir des pouvoirs. Tantôt, dans un magazine féminin contemporain, elle va être la figure qui prône le bien-être du corps et le plaisir charnel, par exemple. Donc, toujours un rapport fort au corps. Forcément, étant liée au corps, elle est également indissociable de la nature. Comme le dit Jules Michelet, elle règne, voilà son royaume, c'est la nature. Dans toutes ses représentations, elle est toujours accompagnée d'animaux ou bien elle peut contrôler les éléments. Elle se trouve dans des jardins, dans des cuisines, etc.
non seulement elle est associée à la nature, mais aussi à la saleté, parce qu'elle manipule quotidiennement de la bave de crapaud, des plantes toxiques, des fluides corporels. En fait, elle semble un peu inverser les codes, ce qui nous répugne lui est utile, en fait. Ce qui effraie, elle le comprend. Donc, elle vit en harmonie avec la nature, au point même qu'elle répond souvent davantage aux lois de la nature qu'aux lois des hommes. Et enfin, c'est un personnage ambigu pour deux raisons. D'abord, en ce qu'il fascine et repousse à la fois, ce qui est typique du monstrueux qui intrigue, attire et répugne à la fois. Et ensuite, parce qu'elle est aussi forte qu'elle est faible. Elle se soumet au diable ou doit travailler de concert avec ses sœurs sorcières pour réussir à accomplir quoi que ce soit. Et parfois, il faut bien peu de choses pour la détruire. Et en même temps, elle est incontrôlable, capable de prodiges. Elle est à l'origine de phénomènes très angoissants. Donc la sorcière est autre, toujours un peu étrangère, toujours liée à la sexualité, au corps, à la nature, et elle est ambiguë et elle brise certains codes. J'ai comparé ça avec la figure du noir, c'est-à-dire plus précisément les principaux stéréotypes qui accablent encore les noirs dans la société occidentale, notamment américaine. Donc j'insiste, les noirs tels que perçus de manière essentialiste et déformée à travers le prisme du racisme. Donc là encore, commençons par l'évident, les noirs sont eux aussi des autres, des étrangers. Nombre des ancêtres des noirs américains ont été amenés pour l'esclavage, amenés d'un ailleurs, des ailleurs qui ont été fantasmés et exploités par les colons. Et eux aussi sont porteurs d'une marque, c'est Colette Guérin qui parlait de la marque naturelle, qui expliquait qu'elle était censée être la cause intrinsèque de la place qu'occupe un groupe dans les rapports sociaux, je cite, mais qu'en réalité, la marque suivait l'esclavage. Donc, tout comme on avait une marque pour la sorcière, la marque du diable, eh bien, on a encore une marque pour les Noirs également. Et aujourd'hui, la discrimination fait que leur simple couleur de peau ou leurs cheveux, par exemple, sont des stigmates aussi de la différence de leur altérité. Et n'oublions pas que, de toute façon, monstrueux vient du latin monstrare, qui signifie montrer. Donc, les stigmates des Noirs sont évidents en ce sens. C'est bien une minorité dite visible. Également, les Noirs sont souvent ramenés à leur corps, et leur corps uniquement. Je ne vais pas vous rappeler Fanon, mais déjà à l'époque de l'esclavagisme, on utilisait la force supposée des Noirs pour les exploiter. Et encore aujourd'hui, on dit souvent d'eux que ce sont de meilleurs athlètes, par exemple. Donc la dimension physique a souvent été et encore la seule qui est accordée aux Noirs. Eux aussi, en fait, par l'esclavage, ont été associés à la saleté, la boue dans les champs, la vaisselle à la maison, ils effectuaient des tâches ingrates. Et aujourd'hui encore, les métiers durs liés, par exemple, au care ou à l'entretien de locaux leur reviennent le plus souvent. Eux aussi, puisqu'ils sont liés donc au corps, sont liés à la sexualité. On a plaqué en fait sur les hommes noirs le stéréotype de la performance sexuelle, de la virilité. Et il en va de même pour les femmes noires qui sont souvent catégorisées animales, lubriques, hypersexualisées, comme le disait Joan Morgan par exemple. Et également, les noirs sont ambigus et doubles, en fait, comme l'était la sorcière, parce que d'un côté, donc, ils sont super virils, et de l'autre, ils seraient faibles, feignants, de grands enfants. On les admire et on les craint, on les méprise et on les fantasme. D'ailleurs, je vous renvoie pour ça à Luther Bank, qui expliquait que l'exotisme, c'est ça. Enfin, le rejet peut être soit le racisme, soit l'exotisme, la fascination ou le rejet. Donc, c'est exactement la même chose que l'horreur. Et enfin, on ne peut pas être noir sans entretenir apparemment un lien profond avec la nature, ou en tout cas un rapport plus simple, plus authentique à la nature que les Occidentaux. Je fais référence ici bien sûr au mythe du bon sauvage, à cette idée d'un monde primitif meilleur. Là encore, je vous renvoie à Todorov. Et cette connexion d'ailleurs à la nature est parfois dépeinte comme magique, teintée de mysticisme. C'est là que le vaudou entre en scène, par exemple, avec des pratiques semi-religieuses parce que sacrées et semi-païennes dans le sens où elles sont liées à la nature. Donc, eux aussi sont considérés comme dangereux, soupçonnés de complot. Dans les plantations, on pouvait craindre la révolte et aujourd'hui, on regarde parfois avec scepticisme, par exemple, les pratiques de discrimination positive. Donc, il semblerait que aussi dans l'imaginaire raciste forme un réseau d'entraide qui sont aussi confinés à la clandestinité, comme les sorcières, qui étaient soupçonnées de rassemblements douteux. Donc, mon premier constat, c'est que les clichés de la sorcière et les stéréotypes sur les Noirs se rejoignent, ce qui, au fond, n'est guère surprenant puisque ces constructions jaillissent des mêmes groupes, ces clichés répondent aux mêmes fantasmes. On sait bien que les sociétés majoritaires se définissent en creux et donc affublent les autres des caractéristiques qui leur font peur ou qu'elles fantasment. Donc, l'autre est ce qu'on n'est pas. Donc, le monstre et l'étranger, ici les Noirs, se rejoignent sur ce point.
sauf que le monstre est une figure de fiction, tandis que les noirs forment des groupes réels, d'où conflits, injustices et problèmes sociaux. Comme je l'ai écrit, le noir est en quelque sorte le monstre réel de l'Amérique. Partant de là, j'ai fait un second constat qui était plus axé sur les sorcières, qu'aujourd'hui, la sorcière, notamment dans les séries télévisées, est devenue une figure plutôt positive. C'est devenu une figure de revendication. Elle a été récupérée par les femmes, le mouvement LGBT, les partis politiques, les écologistes, tout un tas de groupes. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait 3 nouveaux points qui pouvaient la caractériser. Elle est devenue l'héroïne et non plus l'antagoniste. Elle occupe une place plus de super-héroïne que d'ennemie, donc c'est une figure positive. Elle serait devenue vraiment belle aussi. Il ne s'agit plus d'un faux visage qu'elle arbore pour séduire et tromper, mais vraiment, elle est belle et jeune, puisque cette fois-ci, je vous renvoie à Mona Chollet, pour être belle, il faut être jeune. 3e point, elle n'utilise plus ses pouvoirs pour faire le mal. Au contraire, elle n'a pour but que de sauver le monde, dans toutes les fictions, que ce soit Charmed, Buffy the Vampire Slayer, The Secret Circle, tout ce qu'on peut imaginer. Elle veut toujours défendre les opprimés ou défendre une cause. Je me suis dit, l'héroïne est en fait, la sorcière, c'est l'héroïne. L'héroïne est la créature surnaturelle au lieu d'être celle qui lutte contre la créature surnaturelle. Donc elle est celle maintenant qui a du pouvoir, qui a de la gentilité. Elle est bourrée de caractéristiques positives. C'est une place vraiment super empowering. Donc, au vu de ces considérations, la sorcière me semblait en fin de compte une bonne figure de fiction pour représenter les femmes noires, une minorité raciale réelle discriminée, en étant un personnage super positif. J'ai dit que les Noirs étaient en quelque sorte les monstres de l'Amérique. Et bien dans ce cas-là, les femmes pourraient dire, OK, on va utiliser ce stigmate et le retourner, en fait, se l'approprier, en faire quelque chose. Donc, toujours avec ma question qui à l'origine était que disent exactement les sorcières noires de la situation des femmes noires dans la société, je me suis mis à chercher avec enthousiasme des personnages de sorcières noires dans la production culturelle occidentale contemporaine. Et je me suis retrouvée un peu embêtée parce qu'en fait, il n'y avait que très peu de sorcières noires. Je pourrais même presque dire pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai relevé 4 types de sorcières, donc je vais vous les décrire rapidement. Celle qui pratique le vaudou. Alors, celle-ci est une femme orientalisée avant tout. Donc, contrairement aux sorcières modernes blanches, elle ne se sert pratiquement jamais de livres, elle marche pieds nus, elle désire sans honte, non pas qu'il le faudrait, mais elle s'oppose par là à nombre de sorcières blanches décrites comme timides ou pudiques ou vierges, du moins dans les premiers temps. Alors, vous allez me dire primitive et sensuelle, ne serait-ce pas là une caractéristique de toutes les sorcières, mais dans une certaine mesure. La sorcière vaudou est toujours plus animalisée que les autres. Par exemple, dans American Horror Story, on a d'un côté les sorcières blanches qui sont toujours en tailleur, perchées sur des talons, maquillées et habitent dans un manoir élégant et glacé. Et à l'opposé, on a la sorcière noire qui trône sur un siège en peau de bête et qui marche pieds nus et qui agite la langue pour jeter un sort. Donc toujours plus animalisée que les autres. Et également, la puissance sexuelle de la sorcière noire qui pratique le vaudou est plus libérée encore que celle des autres. Par exemple, dans la série Witches of East End, la seule sorcière noire est lesbienne et hippie. Donc, en fait, originelle et libertine, même pour des sorcières, la sorcière noire vaudou, c'est la marginale chez les marginales. Donc, on n'en sort plus là. Et il arrive même souvent que la différence soit fortement marquée entre les sorcières d'un côté et les vaudouisantes, si je peux dire, de l'autre. Dans American Horror Story, on a carrément une grande démarcation où on explique que d'un côté, on a les sorcières et de l'autre, on a les vaudous. Terme utilisé d'ailleurs comme si c'était un nom commun pour décrire les sorcières qui le pratiquent. Et on conseille d'ailleurs à la sorcière noire de la série, pour gagner en force, de mélanger mix your witch with your voodoo. Donc mélange ta sorcellerie et mélange le vaudou. Donc les deux sont complètement deux mondes exclusifs l'un de l'autre. D'ailleurs, cette jeune fille, ce personnage-là, est toujours déchiré entre les deux mondes. Donc, outre les clichés orientalistes et la vision ségrégationniste du monde qui ressort des mises en scène de ces personnages, souvent, contrairement aux sorcières blanches classiques, la sorcière vaudou ne veut pas sauver le monde, elle est plutôt égoïste, elle poursuit des buts personnels, cherche à se venger, par exemple, que ce soit dans American Horror Story ou Sabrina. Elle n'est jamais le personnage principal, elle n'est jamais l'héroïne de l'histoire. Donc, j'appelle cet archétype-là la Vaudou Queen. La deuxième sorcière, c'est celle qui donne un coup de main, quitte à mourir. Elle n'est pas le personnage principal non plus.
Elle est la sauveuse et le faire-valoir de l'héroïne qui, elle, qu'elle soit sorcière ou non, est toujours blanche, blonde de préférence, et incarne presque toutes les caractéristiques de la femme parfaite selon le modèle patriarcal. Je vous renvoie présent, je ne vais pas faire la liste ici. Cette sorcière-là, j'ai trouvé un article de Jacinda Pérez qui expliquait qu'il y avait en fait que ces personnages-là mélangeaient l'archétype de la meilleure amie noire et l'archétype du Magical Negro. Donc, à la fois, elle prouve que l'héroïne et même la série entière n'est pas raciste, c'est le token de l'histoire, et en même temps, elle représente la figure de l'étranger qui détient la sagesse et qui fait défaut au héros blanc et qui va pouvoir l'aider à devenir plus mature et plus fort, quitte à y laisser soi-même la vie. La meilleure amie noire, on va la voir quand on a besoin d'ingrédients particulièrement odieux ou de magie noire très dangereuse. Par exemple, Tituba dans la série Salem qui pratique seule la nécromancie selon des techniques absolument répugnantes. C'est un personnage qui n'a peur ni de souffrir ni de faire souffrir. Là, je vous renvoie à American Horror Story. Et elle entretient, là encore, un rapport plus intense avec la nature. Elle détient une sagesse, souvent par ses propres ancêtres, comme Bonnie dans Vampire Diaries, supérieure à celle de la sorcière blanche, qui reste la véritable héroïne. Autrement dit, le danger, la saleté, la nature et le primitivisme restent solidement accrochés à cette sorcière-là. Et elle aide énormément, quitte à se sacrifier, alors qu'elle est pourtant assez souvent maltraitée par les personnages blancs, voire même par sa meilleure amie. Comme l'exige son rôle métissé de Black Best Friend et de Magical Hero, elle meurt vite ou apparaît peu et sa propre histoire n'est abordée que succinctement. Il arrive aussi que le pouvoir de cette sorcière soit passif, contrairement justement aux sorcières modernes qui sont des êtres actifs, revendicateurs. Par exemple, Bonnie dans Vampire Diaries et Rosie dans The Chilling Adventure of Sabrina possèdent un don de voyance uniquement. C'est un rôle passif, contrairement à celui de la sorcière. Donc cette sorcière-là, c'est une sorcière outil, je l'appelle la ressource. Le troisième type, c'est celle qui protège les sorcières. Elle n'est pas vraiment qualifiée de sorcière, en fait, dans le film ou dans la série. Elle a recours à des pratiques magiques pour protéger les victimes des sorcières. Elle n'est pas non plus le personnage central, bien sûr. Souvent, elle est plutôt âgée, grassouillette et dépourvue du moindre potentiel érotique. Elle n'est pas une militante du tout. Elle est coulée dans le monde de la société. C'est la mama de Bell Hooks qui prend soin d'autrui, adoptant une tendance à traiter tout le monde comme des enfants. Donc celle-ci, je l'appelle la nounouf. Et enfin, quatrième, c'est la sorcière qui essaie. Alors, j'ai réussi à trouver une ou deux sorcières qui pouvaient répondre plus ou moins aux critères de la sorcière moderne, celle qui est belle, qui est l'héroïne de sa propre histoire et qui sauve le monde. J'ai noté Macy, qui est l'une des 3 sœurs de la nouvelle série Charmed. Elle est noire, métisse, pas exagéré. Et alors que le cliché de la noire hypersexuelle est encore assez vigoureux, Macy, elle est vierge au début de la série. Ceci dit, elle est aussi la seule des 3 sœurs à posséder une part démoniaque, puisqu'on a fait appel à une nécromancienne pour la ranimer, et des pouvoirs maléfiques ont dû entrer en jeu à sa naissance. Donc la mort et le côté démoniaque, souvent associés au vaudou, refont ici surface, même si c'est un peu plus subtil. J'ai aussi remarqué une série, mais qui n'est pas nord-américaine, qui n'est même pas occidentale, c'est une série colombienne, L'Éternelle sorcière, dans laquelle on parle de l'histoire personnelle de la sorcière. C'est l'héroïne, elle ne pratique pas un vaudou bourré de stéréotypes, mais ce n'est pas une série occidentale, donc elle ne peut pas vraiment témoigner d'un changement de notre côté. Donc j'appelle quand même ces sorcières les débutantes, un peu comme les jeunes filles présentes au monde lors de bals. La production culturelle commence à introduire des personnages de femmes noires sans stéréotypes et qui sont des héroïnes. Mais dans l'ensemble, on se heurte encore à de nombreux stéréotypes. J'ai jeté un petit œil aux sorciers noirs pour voir si ça m'apportait une nouvelle perspective. Et en fait, le constat est encore plus accablant. Les personnages de sorciers noirs sont encore plus rares et surtout, ils sont systématiquement efféminés. Par exemple, dans The Chilling Adventures of Sabrina, le cousin de Sabrina, Ambrose, apparaît d'abord comme gay dans les premières saisons. Et ensuite, il s'avère bisexuel, mais bon, il a également été privé de ses pouvoirs après avoir été enfreint des règles fixées par le meneur blanc de leur communauté. Donc, en fait, il est impuissant pratiquement au sens sexuel du terme. Et il en va de même, par exemple, dans des dessins animés comme La princesse et la grenouille de Walt Disney, où le méchant de l'histoire est, passant outre les clichés vaudous, est vraiment très frêle, maniéré, dévirilisé au possible. Donc, comme si la menace était encore à casser avec les hommes noirs encore aujourd'hui. Donc, quels sont les 2 gros points que j'ai tirés de tout ça? Je me suis dit
que ça montrait dans un premier temps qu'un racisme intense imprègne encore la société, déjà, puisque j'ai souligné les stéréotypes essentialistes, primitivistes et orientalistes qui tentent ces fictions. Et surtout, il me semble que la sorcière noire ne peut pas être sorcière parce qu'elle n'est pas désirable, tout simplement. Je reprends les mots de Sébastien Huguet qui disait « On rêve tous d'être un peu sorcière ». Mais en fait, qui rêve d'être une femme noire? Parce que la femme noire, elle est en bas de la hiérarchie sociale, partiellement exclue du groupe des femmes, dans l'impossibilité de profiter des privilèges du groupe des Noirs. Elle ne bénéficie des privilèges d'aucun groupe et souffre des inconvénients, le moins faible, de tous. Donc, elle n'est pas désirable. L'érotisme n'est de quelque chose qui est en partie caché, et en plus, depuis la colonisation, je vous l'ai dit, la femme noire est présentée comme toujours disponible, toujours déjà dénudée et hyper sexualisée. Dans le film Skeleton Key, quand on voit la sorcière à la fin du film triomphante, qui a réussi à investir le corps qu'elle voulait pour prolonger sa vie une fois de plus, c'est bien la jeune femme blonde qu'on voit. Donc la vraie sorcière et l'héroïne désirable de l'histoire qui a gagné, ben, c'est la femme blanche finalement. Alors que pendant tout le reste de l'histoire, on savait que la sorcière était noire. Donc finalement, les observations de Fanon sont encore d'actualité. Je suis blanche, c'est-à-dire que j'ai pour moi la beauté et la vertu qui n'ont jamais été noires. Et dans un second temps, on remarque que pour commencer, il existe une exigence de beauté pour les sorcières. Puisque la sorcière représente l'autre et qu'elle a été créée par des hommes, j'avance que la sorcière incarne aussi les fantasmes masculins, à la fois ceux dont ils rêvent et ceux qu'ils redoutent. Et il projette sur la sorcière toutes ces caractéristiques à la fois. C'est pourquoi bien souvent la sorcière est désirable, c'est même là son principal pouvoir, son grand danger. Au XXIe siècle, dans les séries télévisées que j'ai étudiées là, chez cette nouvelle sorcière que j'ai décrite, la partie monstrueuse de la sorcière est édulcorée, mise en sourdine. La sorcière est réellement belle, je le rappelle, et elle est plutôt gentille. Elle l'aide, elle pardonne, elle éduque. Donc, en fait, la sorcière qui incarne le girl power, c'est pour moi une sorcière domestiquée, où sa part d'horreur est écartée, adoucie, et puis son aspect beau et bon est mis de l'avant. Donc forcément, la femme noire elle peut avoir les caractéristiques négatives de la sorcière, mais elle ne peut pas en avoir les traits positifs. Et puis, c'est Bell Hooks qui disait ça, les femmes noires ont longtemps été considérées comme n'étant pas de vraies femmes. Or, j'estime que la sorcière d'aujourd'hui a largement basculé du côté des affres du girl power capitaliste et sexiste et qu'elle est devenue davantage une femme qu'une sorcière, pratiquement. Donc, par conséquent, c'est pratiquement impossible pour une jeune femme noire de s'identifier à ces figures-là. Donc, ma conclusion, c'est que l'autre est un monstre. L'autre est un étranger. L'étranger pourrait utiliser cette figure de monstre pour la retourner en emblème. Les femmes noires pourraient investir la figure de la sorcière pour faire entendre leur voix, proclamer de nouvelles façons d'être, affranchies surtout des stéréotypes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, la sorcière me semble être encore une construction des fantasmes masculins et la société est encore sexiste. Sinon, le pouvoir qui terrorise tant ne serait pas la liberté sexuelle des femmes et leur pouvoir sur la virilité, ni leur attrait physique et leur sensualité. Et encore raciste, sinon la femme noire ne serait pas moins sensuelle, attrayante, pas moins désirable que les autres. Et puis, on n'aurait pas besoin aussi de déviriliser les hommes noirs à ce point. Donc, les fictions occidentales, et notamment nord-américaines, témoignent de ces tendances au racisme et au sexisme et révèlent sans le vouloir la difficulté d'exister dans l'intersectionnalité en montrant que la place des femmes noires est encore difficile. Donc, je me suis aussi demandé, quand on sait à quel public c'est destiné, que ce manque de représentation était quand même assez problématique. Et du coup, j'ouvre peut-être pour une prochaine journée. Je m'étais dit que peut-être on pourrait aussi se demander ce qui se passe quand les Noirs ne sont plus justement la sorcière, mais sont soit vraiment du côté du monstre ou du côté de la victime. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Encore que, par exemple, dans le film Spell, là, on a une sorcière qui est antagoniste, qui est vraiment méchante, elle, qui est antagoniste de l'histoire. Mais on a encore affaire là déjà à des clichés récurrents liant vaudou et satanisme. Et surtout, tous les personnages du film, et même son réalisateur, sont noirs, ce qui, en fait, avant même qu'on plonge dans l'histoire, témoigne déjà de la ségrégation encore présente aux États-Unis. Donc, c'est encore problématique. Voilà. Merci beaucoup, Oumi. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans cette communication. Oui. Je vous remercie. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on va revenir, non seulement dans Monstre 4, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à aller voir du côté de la victime du monstre et de la représentation des victimes du monstre. Pas seulement en termes
ratio, mais en termes genrés aussi, etc. Et puisque vous avez commencé avec l'intersectionnalité, je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui pourraient être traitées dans Monstre 4, parce que depuis Monstre 1, si j'ose dire, on a beaucoup parlé des monstres en eux-mêmes ou des manipulateurs de monstres, mais assez peu des victimes de monstres. Cette question de l'intersectionnalité, on voit qu'elle est très importante quand elle est manipulée, je veux dire utilisée, pour comprendre comment se modifient les imaginaires, notamment dans le cadre du sorcier ou de la sorcière, parce que c'est quand même un peu comme l'Indien et l'Indienne. Dans les westerns, c'était pas le même type de représentation. On voit bien qu'entre sorcier et sorcière, il y a aussi beaucoup de choses qui changent, et on y reviendra. Il me semble que c'est aussi une façon, et vous l'avez bien montré, de s'intéresser à la question des personnages de paria, les personnages qui sont en marge de leur classe, qui sont en marge de leur âge, qui sont en marge de leur race, de leur ethnie, qui sont en marge aussi des sociétés auxquelles ils appartiennent. Donc là, je pense qu'on y reviendra dans les débats. Marie, tu voulais remarquer que, par exemple, il y avait aussi un peu de variété dans les représentations dans le cas de Vampire Diaries. Tout simplement signaler donc cette information pour étoffer un petit peu le spectre. Comme toujours dans le monde du fantastique, il y a beaucoup d'ambivalence, finalement aussi des contradictions à l'intérieur des œuvres. C'est souvent des œuvres parcourues par des discours antagonistes latents et des fois on sent qu'il y a justement des tensions aussi entre différents discours idéologiques à l'intérieur même des œuvres. C'est un des sujets qu'on a régulièrement remarqué avec Sébastien et dans d'autres contextes, etc., qu'effectivement les fictions, notamment les fictions hollywoodiennes, elles sont souvent traversées par des contradictions du fait même de leur fabrication quasi industrielle où il y a des grandes équipes, où des fois il y a des voix à l'intérieur même d'un même projet qui peuvent être discordantes. Il peut y avoir des désaccords déjà entre scénaristes, réalisateurs, il peut y avoir ensuite des désaccords avec les producteurs, il peut y avoir toutes sortes de choses, ce qui fait que souvent on trouve des exemples contre-exemples un peu dans les différentes représentations. Donc bon, tout simplement, Marie voulait signaler ce point. Il y a beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles il faudra qu'on revienne et qui, moi, m'intéressent beaucoup dans ce que Oumi a dit. C'est, par exemple, la question on pourrait presque considérer que le noir, c'est la nouvelle rousseur. C'est pas Orange is the New Black en quelque sorte, mais c'est l'envers. À bien des égards, le noir, c'est devenu une nouvelle rousseur par rapport à ce qu'était la tradition de la rousseur et des éphélides, un tache de rousseur, etc., les marques du diable, du début de la Renaissance, enfin de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance, jusqu'à l'époque de la décadence et même jusqu'à la Belle Époque. Et on a l'impression que là, il y a une sorte de relais d'imaginaire qui se met en place. C'est plus vraiment, ou plus seulement, parce que la rousseur, elle continue quand même à exister. C'est plus seulement la rousseur qui concentre ces représentations-là, c'est d'autres types, d'autres motifs, d'autres images qui peuvent venir relayer la rousseur. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et c'était une très bonne idée de voir justement comment les corps, la sexualité, la chevelure, les éphélides, et même un rapport à la saleté, effectivement, aux gluants, ou bien aux emplois, aux professions considérées comme dégradantes, etc. Comment tout ça, ça peut venir faire un nouveau monstre qui intrigue pour de nouvelles raisons. Vous avez cité le monstre qui intrigue, et je pense que dans la représentation du monstre, il y a quand même très souvent des choses qui touchent de façon métaphorique à la question soit de la race, soit à la question de la sexualité, soit à la question du genre, soit à la question de la génération à laquelle appartient le monstre. Après tout, on assiste aussi à une sorte de rajeunissement des sorcières, mais c'est ce que montre Charmed depuis l'origine, finalement. Les jeunes sorcières toujours très décolletées, d'ailleurs. Non, non, mais je pense que c'est pas pour rien. Je veux dire, il y a des choix scénographiques qui sont faits, là, c'est tout à fait clair. Par rapport aux sorcières à la Michelet, etc., dont vous avez parlé, les sorcières, l'imaginaire de la sorcière du 19e siècle, c'est plus du tout ça dont il est question. Il n'empêche quand même que il reste des éléments qui sont liés au primitif, à l'horreur. Et je pense que le vaudou, et notamment dans la version néo-orléanaise, c'est-à-dire l'imaginaire du vaudou à la Nouvelle-Orléans, a permis un passage à la culture pop qui me semble très important. Et de ce point de vue-là, American Horror Story, la saison qui porte sur Marie Laveau, justement, est une saison très importante dans une série qui elle-même est fondamentale. Après tout, on pourrait considérer que toute l'horreur actuelle est contenue dans les différentes saisons d'American Horror Story, avec toujours une dimension idéologique, politique, presque parfois philosophique aussi sur la question de l'apparence et de la réalité, etc. Donc je pense qu'on reviendra sur tous ces points dans la table ronde à proprement parler.